les interprétations de l'article 89 de la Constitution tunisienne ou de là où le présidentialisme constituant jaillit. Qualifié du pire article de la Constitution de 2014 par le professeur Amin Mahfouz, c'est peut-être par masochisme que j'ai accepté la proposition du comité d'organisation des journées Abdel Fattah Hammour de prendre en charge l'analyse des interprétations de l'article 89. C'est effectivement un article qui commet des péchés originels de la légistique. Il est lent, il est complexe, son applicabilité est disparate et surtout, il est injusticiable, insusceptible de justiciabilité. Cet article, peut-on le qualifier de droit commun des gouvernements? C'est le texte qui détaille sans éclairer au mieux la mise en place des gouvernements. Son étude se fait dans le cadre plus global de l'interprétation de la Constitution, où le chercheur, dit Michel Tropper, rencontre inévitablement la question de savoir si elle présente quelques traits spécifiques qui la distinguent des autres, voilà, d'autres objets et d'autres formes de l'interprétation juridique. Mathieu Carpentier donne 3 arguments à la spécificité de l'interprétation constitutionnelle. Pourquoi l'interprétation constitutionnelle est spécifique? Premier argument, c'est l'argument de la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, donc la Constitution qui rend valide toutes les autres normes du système juridique, est nécessairement comprise dans un ensemble clos de dispositions normatives. Il en résultera des dispositions nécessairement d'une grande généralité. Ce constat pointe l'une des origines de la grande marge de manœuvre dont disposent les interprètes de la Constitution. Le deuxième argument de la spécificité de l'interprétation de la Constitution, c'est l'argument du vague, selon lequel les dispositions de la Constitution, en particulier dans sa partie substantielle, droits et libertés fondamentales, sont nécessairement vagues, c'est-à-dire qu'elles entraînent nécessairement de nombreux cas limites, qui nécessitent donc une intervention interprétative pour en donner sens. L'exemple du droit à la vie ou du traitement inhumain ou les traitements cruels. Troisième argument à la spécificité de l'interprétation constitutionnelle, c'est le poids moral. Car le langage, dit Carpentier, le langage constitutionnel est nécessairement moralement lesté. Et donc, l'interprétation est pluraliste en raison du pluralisme qui affecte toute délibération morale. Bien que ce poids moral revêt d'autres textes juridiques, mais la Constitution semble le porter à un niveau d'indétermination beaucoup plus élevé, ce qui a pour effet non seulement de conférer une part de pouvoir discrétionnaire aux organes d'application, ce qui est courant en droit, mais de surcroît de laisser le champ ouvert au conflit des interprétations. L'article 89 est l'un des articles les plus utilisés de la Constitution tunisienne. J'ai recensé 7 fois, on a utilisé cet article 7 fois en 8 ans d'existence de la Constitution, ce qui en dit long sur la qualité de la vie politique en Tunisie et sur les équilibres juridiques qui garantissent la viabilité du régime politique dans la Constitution tunisienne. L'analyse me conduit à déduire que paradoxalement, aux thèses du rôle réducteur ou du rôle réduit du président de la République dans la Constitution de 2014, le 89 dépend définitivement de la volonté interprétative du président de la République. Et ce, à commencer par la désignation du candidat pour former un gouvernement, mais aussi, il se confirme, au niveau des conséquences, des applicabilités de l'article 89. Première partie, donc, charger un candidat de former un gouvernement. L'article 89, et là, je vous invite un petit peu à voir l'architecture de l'article 89, charger un candidat de former un gouvernement. Le 89 s'applique à chaque fois qu'un nouveau gouvernement est appelé à se former.
il existe 8 occasions. 8 occasions où le président de la République doit charger un candidat à former un gouvernement. Le premier, c'est le cas des gouvernements post-électoraux, issus de la majorité victorieuse, où le chargé dispose donc d'un délai d'1 mois renouvelable une seule fois. Deuxième situation, c'est lorsque le candidat de la majorité électorale ne parvient pas à former son gouvernement ou à obtenir la confiance. Donc là, le président de la République prend la main pour désigner son candidat. Troisième situation, la troisième application, l'applicabilité plutôt de l'article 89, c'est la situation ou le cas du paragraphe 3 de l'article 97, quand il s'agit du candidat en remplacement après vote d'une motion de censure. En effet, si une motion de censure est votée contre un gouvernement en place par la majorité absolue, donc, ce même vote doit approuver la candidature d'un candidat en remplacement du chef du gouvernement. Et c'est à ce moment que le président de la République le charge de former un gouvernement conformément aux dispositions de l'article 89. Quatrième situation, bien que l'article 97 ne le dit pas expressément, mais par déduction, si le candidat en remplacement n'arrive pas à former son gouvernement ou il n'obtient pas la confiance, dans ce cas, la main revient au président de la République pour qu'il charge son candidat. Cinquième situation, cinquième applicabilité de l'article 89, c'est le cas de la démission du chef du gouvernement, où l'article 98 renvoie à l'article 89 pour que le président charge son candidat ou la personnalité à mieux à même d'y parvenir de former un gouvernement. Sixième situation, c'est la même conséquence que la démission, le cas du non-renouvellement de confiance sur la poursuite de l'action du gouvernement, suite à la demande soit du chef de l'État lui-même, soit du chef du gouvernement lui-même ou du président de la République 99, l'article 99, qui renvoie donc dans les deux hypothèses, la démission et le non-renouvellement, à l'article 89 pour que le président charge son candidat. Septième situation, c'est la situation de la vacance définitive du poste du chef de l'État, chef du gouvernement, pardon. Donc, excepté les deux cas de la démission et du retrait de la confiance, le président charge le candidat du parti, soit du parti ou de la coalition au pouvoir, de former un gouvernement. Et si ce candidat de la majorité au pouvoir n'arrive pas à former un gouvernement ou n'obtient pas la confiance, c'est le président qui reprend la main pour charger son candidat. Donc, j'ai recensé 4 profils de candidats possibles dans la Constitution, de candidats possibles pour former, bien évidemment, un gouvernement. C'est, premièrement, le candidat du parti ou de la coalition électorale, ayant obtenu donc le plus grand nombre de sièges au sein de l'Assemblée. La personnalité la mieux à même d'y parvenir de former un gouvernement après, soit, et là je vous demande de faire le compte avec moi, soit en cas d'échec, la personnalité la mieux à même d'y parvenir de former un gouvernement désigné par le président de la République, soit après échec de la nomination du candidat post-électoral, soit après la démission du chef du gouvernement, après le non-renouvellement de confiance au chef du gouvernement, après échec du candidat de remplacement du chef du gouvernement suite à une motion de censure, après échec du candidat de la majorité au pouvoir suite à une vacance définitive. Donc, le deuxième profil, c'est la personnalité à mieux à même d'y parvenir de former un gouvernement. Le candidat en remplacement, troisième profil, c'est le candidat en remplacement du chef du gouvernement dont
la candidature doit être approuvée lors du vote de la motion de censure contre le gouvernement. Donc, après motion de censure, qui n'a pas, la motion de censure n'a jamais été appliquée en Tunisie, en fait. Quatrième profil, c'est le candidat du parti ou de la coalition au pouvoir, après vacances définitives au poste du chef du gouvernement. Ce profilage, en fait, suscite l'interrogation sur le pouvoir discrétionnaire des parties prenantes dans la désignation de ces candidats. Toutes les fois où le parti ou la coalition électorale ayant le plus grand nombre de sièges à l'ARP ont été appelés à présenter un candidat pour former un gouvernement post-électoral, il a été question de candidats qui ne faisaient pas partie des partis politiques en question, c'est-à-dire ni Nidé Tounes, ni la Nahda Nidé Tounes avec M. Habib Sid, ni la Nahda avec M. Habib Jomni, n'ont désigné, n'ont présenté un candidat du parti. Deuxièmement, ils n'étaient pas élus. Les deux candidats n'étaient pas élus. Ces choix ne sont pas tout à fait l'esprit d'un régime parlementaire, où un parti politique cherche normalement à former un gouvernement à partir d'une majorité parlementaire, lui permettant de mettre en application son programme électoral, aussi bien par la législation, une majorité pour légiférer, et par la garantie d'une majorité confortable contre la motion de censure ou le non-renouvellement de confiance. L'application faite par les deux partis vainqueurs aux élections de 2014 et 2019, elle semble donner une lecture particulière de l'article 89 sur ce point. Le parti vainqueur ne présente pas un des siens, ni son secrétaire général, ni l'un de ses élus. Et ce, contrairement aux applications comparées des régimes démocratiques responsables et redevables. En fait, les exemples du monde démocratique ne manquent pas. Il est d'usage même que, dans les régimes démocratiques, que pour gagner, il faut gagner déjà des élections internes dans les partis politiques pour être le candidat du parti à la législature suprême ou au poste du chef de l'État ou chancelier après les élections. Les deux partis, Nidé Tounes et Nahda, ont tous les deux fait de la parole de l'article 89, le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l'Assemblée générale, des représentants du peuple, une lecture qui leur permet d'échapper à la responsabilité de gouverner par eux-mêmes. Ça, c'était la lecture des partis politiques. Le président de la République aussi, il a été appelé constitutionnellement, et là je dis constitutionnellement parce que dans le cas de M. Habib Sid, M. Béji Caïd Sebsi, en fait, c'est lui qui a présenté, c'est lui qui a désigné, il a choisi M. Habib Sid en étant l'ex-président de Nidé Tounes, puisqu'en devenant président de la République, il n'est plus président de Nidé Tounes. Mais M. Habib Sid était le candidat de M. Béji Caïd Sebsi. Mais constitutionnellement, le président de la République en Tunisie a été appelé à désigner la personnalité la mieux à même d'y parvenir, de former un gouvernement à 3 reprises. Après le non-renouvellement de la confiance au gouvernement de M. Habib Sid, le président Béji Caïd Sebsi a chargé Youssef Chahid de former le nouveau gouvernement. Et ce, en application du paragraphe 6, évidemment, de l'article 98, qui renvoie à l'article 89, issu des consultations du président avec les partis et les coalitions et les groupes parlementaires, et paradoxalement à la logique de la crise, cette désignation a porté sur une personnalité parmi les cadres du parti politique Nidé Tounes. Deuxième occasion où le président est intervenu pour désigner un candidat ou la personnalité la mieux à même d'y parvenir de former un gouvernement, c'était suite à l'échec du gouvernement de M. Habib Jomni d'obtenir la confiance de l'ARP.
le président Kais Saïed, suite à une nouvelle forme de consultation avec les partis politiques et avec les groupes parlementaires, consultation par écrit, a chargé M. Ilyes Farfer pour former un gouvernement. Quelques mois plus tard, et suite à la démission de M. Farfer, le président Kais Saïed a désigné M. Hichem Mechichi à l'issue de consultations écrites déposées au bureau d'ordre de la présidence de la République. Ces deux dernières désignations, celle de M. Farfer et de M. Mechichi, et contrairement à celle de M. Youssef Chahed, ont été analysées sous l'angle de leur conformité à l'esprit de l'article 89. Bien que la traduction française semble privilégier l'objectif de parvenir à former un gouvernement comme critère de choix du candidat, du président. La rédaction arabe qui prévaut en droit tunisien, vous le savez, n'est pas aussi claire. يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة. Ce n'est pas tout à fait le sens de la traduction française en vue de charger la personnalité la mieux à même d'y parvenir de former un gouvernement. Dans la version arabe, l'objectif de parvenir à former le gouvernement n'est pas un critère apparent de désignation du candidat de la présidence, du président de la République. En fait, al-ajdar min ajli takwini hukuma n'est pas tout à fait al-aqdar min ajli takwini hukuma n'est pas tout à fait al-aqdar ala takwini hukuma. L'article 15 de l'Organisation provisoire des pouvoirs du 16 décembre 2011, duquel est inspiré l'article 89, utilise la formulation « Ash-Shakhsiyya al-Aqdar ala tashkil hukuma » pareil pour le premier avant-projet de la Constitution en date du 14 décembre 2012. La formulation a changé à partir de l'avant-projet du 22 avril 2013. Ce changement de la rédaction n'a pas été expliqué par un nouveau choix constitutionnel sur le pouvoir discrétionnaire du président dans la désignation de la personnalité la mieux à même d'y parvenir, de former le gouvernement. Rien dans l'intention du constituant n'est aussi bien dans les rapports de la commission ou dans le rapport final de la Constitution, ou même dans les délibérations, ne nous indique sur une tendance à laisser au président le libre choix du candidat après consultation. Mais la rédaction du texte final ne l'interdit pas finalement. M. Kais Saïed a fait usage de cette lecture pour désigner deux personnalités qui n'avaient pas de grande chance d'obtenir la confiance sauf la crainte de la dissolution du Parlement. Le textualisme de cette application n'a pas été véritablement contesté, en fait. La théorie du droit réaliste a même été évoquée à ce propos, théorie que Michel Tropper résume de la sorte. Lorsque l'interprétation émane d'une autorité compétente, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement un juge, et que les décisions de cette autorité sont insusceptibles de recours, elle s'impose et produit des effets dans l'ordre juridique, quel que soit son contenu, même si elle va à l'encontre du sens commun, de l'intention de l'auteur du texte interprété ou des règles du langage ordinaire. Tropper en tire certaines conséquences. 3 conséquences à cette théorie. Tout d'abord, l'interprétation apparaît comme une fonction de la volonté et non pas une fonction de la connaissance. Parce que le sens d'un texte est le produit d'une prescription. Deuxième conséquence, le texte n'a préalablement à l'interprétation aucune signification susceptible d'être découverte.
Donc, et troisième conséquence, si la norme se définit comme la signification prescriptive d'un texte, le véritable auteur de la norme n'est pas l'auteur du texte, mais son interprète. C'est ainsi que Victor Audubert, parlant du continuisme bolivien, considère que le pouvoir exécutif se transforme alors en présidentialisme constituant afin de modifier les dispositions présentes dans le texte constitutionnel de manière plus ou moins conforme à la Constitution. Ce présidentialisme constituant prend toutes ses raisons d'être dans les applicabilités de l'article 89. Deuxième partie, les conséquences des applicabilités de l'article 89. En fait, 4 débats se sont posés en relation de la marge de manœuvre du président de la République dans le processus de formation et de la mise en place du gouvernement. La question des ministres du président, Wuzara al-Raïs, la question du dossier du gouvernement formé qu'on dépose au Parlement, la question de la désignation et la prestation de serment des membres du gouvernement et la question de la dissolution du Parlement. Les ministres ou les ministères du président, Wazarat al-Raïs. Dans le paragraphe 1er de l'article 89, il est dit que le gouvernement se compose du chef du gouvernement, de ministres et de secrétaires d'État, choisis par le chef du gouvernement et en concertation avec le président de la République en ce qui concerne les ministères des Affaires étrangères et de la Défense. La concertation dérivée de concerter, c'est, selon l'Académie française, c'est projeter quelque chose en accord avec une ou plusieurs personnes. Se concerter, c'est chercher une entente en vue de l'exécution d'un projet commun. Dans le domaine musical, concerter veut dire tenir sa partie dans un orchestre. Et c'est dans ce sens musical que les deux présidents de la République de la Constitution de 2014 ont appliqué la disposition de la Constitution, sans pour autant être contestés par les chargés respectifs de former les gouvernements. Les présidents Béji Caïd Sebsi et Kais Saïd ont désigné eux-mêmes les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. En fait, ils tiennent leur parti dans l'orchestre gouvernemental. Or, telle n'était pas du tout, et je dis n'était pas du tout l'intention du constituant. Dans les pages 28 et 29 du rapport général de la Constitution, on peut lire ce qui suit. من أجل النجاح تم التخلي مثلا عن أي حالة تتطلب التوافق بين رأسي السلطة التنفيذية فكل صلاحية حتى وإن كانت الجهات المتدخلة فيها متعددة ترجع من حيث الحسم النهائي فيها إلى جهة واحدة وهو ما يمكن أيضا من الحد من دواعي تنازع الاختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية ومن منطلق الربط بين الصلاحية والمساءلة أدرج مثلا أن رئيس الحكومة هو المسؤول عن اختيار فريقه الحكومي وأن المطلوب منه في خصوص وزارتي الدفاع والخارجية هو التشاور مع رئيس الجمهورية فرئيس الحكومة هو من يمكن أن يكون عرضة للمساءلة وحتى حجب الثقة تبعا لأداء أي من الوزيرين ولهذا كان لا بد من أن يبقى القرار بيده بعد التشاور مع رئيس الحكومة. Ce qui veut dire en fait que l'intention ou dans l'intention du constituant, il ne peut y exister de ministre du président. C'est écrit expressément dans le rapport final de la Constitution. Que le chef du gouvernement, bien qu'il soit tenu de se concerter avec le président sur ces deux ministères, il décide seul des nominations retenues, et ce pour cause de sa responsabilité de l'action gouvernementale à l'égard du Parlement.
Les présidents de la Deuxième République en ont décidé autrement. Une autre interprétation présidentialiste à la dérive de l'esprit de l'article. Deuxième question, le dépôt du dossier du gouvernement formé. Nous pouvons lire dans l'article 142 du règlement intérieur de l'ARP que le président de l'Assemblée convoque une réunion du bureau de l'Assemblée dans les 2 jours de la réception du dossier comprenant la demande de la tenue d'une séance de vote de confiance au gouvernement ou à un membre du gouvernement. Le législateur évoque un dossier comprenant la demande de tenue de la séance de vote de confiance. Et il ne précise pas l'autorité qui constitue ce dossier et qui dépose ce dossier auprès du président de l'ARP. Or, ce dossier, cette institution du dossier du gouvernement n'existe pas dans les dispositions de l'article 89, ni d'ailleurs dans aucun autre texte juridique en vigueur. Dans la pratique, ce dossier existe et il est émis par le président de la République auprès de l'ARP. Depuis le gouvernement Habib Sid, tous les chargés de former des gouvernements ont déposé la composition de leur gouvernement auprès des présidents de la République respectifs. Et c'est à eux, les présidents, de transmettre ce dossier à l'ARP. Aux origines de cette pratique, qui met en avant le rôle d'un chef de l'exécutif, nous trouvons l'alinéa 2 et 3 de l'article 15 de la loi constituante portant organisation provisoire des pouvoirs publics de 2011, bien évidemment. 16 décembre 2011. On peut lire « Le chef du gouvernement chargé conformément à l'alinéa 1er forme le gouvernement et remet le résultat de sa mission au président de la République dans un délai qui n'excède pas 15 jours. Le dossier doit comporter la composition du gouvernement et un bref exposé sur son programme. Le président doit, après réception du dossier de la formation du gouvernement, le transmettre sans délai au président de l'ANC. Cette pratique, donc, elle est héritée de l'ère constituante, n'a fait que consolider un pouvoir dans un gant de velours du président de la République dans le processus de la mise en place du gouvernement. Si dans les gouvernements de M. Habib Sid ou celui de M. Lies Farfer, la concertation était volontaire avec les présidents, le dossier du gouvernement de M. Hichem Mechichi a été modifié entre son dépôt à la présidence et son transfert à l'ARP. Vous vous rappelez de l'incident sur le nom du ministre de l'Équipement. Manœuvre politique qui n'a rien à voir avec l'interprétation, me dit-on. Oui, je le concède. Mais c'est à l'occasion du remaniement le remaniement de M. Mechichi, du gouvernement de M. Mechichi approuvé par l'ARP, que le président Kais Saïed a confirmé sa lecture d'un rôle décisif du président en matière de formation de gouvernement. Dans les 2 cas, ministère du président et le dossier du gouvernement, où la lecture textuelle est répétitive. Donc, le texte ne l'interdit pas, donc, elle est textuelle et répétitive, donc cette lecture aurait pu donner un élan vital au régime politique tunisien, comme le souligne prudemment Hubert Gourdon. Il dit, ce sont justement ces 2 éléments, la simplicité et la quantification, qui rendent ces dispositions constitutionnelles rétives au travail de l'interprétation, grâce auxquelles les gouvernements, par le biais des usages et de leur répétition et de leur acceptation par l'ensemble des acteurs concernés, créent des coutumes ou conventions de la Constitution. Or, ces dernières qui surgissent à côté de l'écriture initiale du texte constitutionnel peuvent en gouverner et en infléchir le sens de sorte que ce travail de
d'interprétation opérée par les gouvernants eux-mêmes est un élément qui contribue de manière considérable à l'assouplissement de la Constitution, de ce fait à sa longévité. Ainsi est-ce en grande partie au travail d'interprétation de ces gouvernants que l'on doit cette alternance très originale entre les pratiques d'un régime parlementaire et présidentiel qui caractérise l'application de la Constitution française de la Ve République. Or, dans le cas tunisien, comme c'est dans le vécu constitutionnel des pays andins auxquels s'intéresse Bourdon, de l'Amérique latine, ces pratiques initient à un présidentialisme constituant. Les procédures de désignation et de prestation de serment des membres du gouvernement ne font que le confirmer. L'article 89, en fait, confère au président de la République deux compétences liées au niveau desquelles le président n'a en principe pas, il n'a pas en principe aucun pouvoir d'appréciation. Après le vote de confiance et l'approbation du gouvernement par l'ARP, le président procède à la désignation des membres du gouvernement et il les convoque à une cérémonie de prestation de serment. Bien que dans ce règlement interne, l'ARP s'est attribué une nouvelle compétence non explicite dans la Constitution, à savoir le vote de confiance aux nouveaux membres d'un gouvernement suite à un remaniement ministériel, par parallélisme à sa compétence de retirer la confiance aux ministres et aux membres du gouvernement à titre individuel, les chefs du gouvernement ou les chefs des gouvernements respectifs n'ont pas contesté cette auto-attribution de l'ARP et l'ont même investi pour renouveler leur crédit et consolider leur poids politique au sein du Parlement. Et les présidents Béji Caïd Sebsi et Kais Saïd ont tous les deux mal pris les remaniements unilatéraux qu'ont fait M. Youssef Chahed et M. Hichem Mechichi. Du temps de Béji Caïd Sebsi, la présidence s'est contentée d'une déclaration de sa porte-parole, Mme Saïda Garrash, disant que le président n'était pas d'accord avec la démarche choisie dans le remaniement ministériel. Déclaration qui a été commentée par l'enseignant universitaire Kais Saïd à l'époque. Il a commenté pour rappeler que le chef du gouvernement Youssef Chahed n'était pas obligé de se concerter avec le président Béji Caïd Sebsi sur le remaniement, sauf concernant les deux ministères de la Défense et des Affaires étrangères. Mais ça, c'était l'interprétation scientifique de l'universitaire Kais Saïd. L'interprétation du président Kais Saïd était tout autre. Puisqu'il a déclaré que le remaniement du gouvernement de Hichem Mechichi en janvier 2021 était inconstitutionnel, et ce pour cause qu'il était approuvé à l'ARP et qu'il comporte des noms entachés par des soupçons de malversation et de corruption. Il refuse donc de désigner les nouveaux ministres, il refuse de désigner les nouveaux ministres et de les convoquer à la prestation de serment. Le remaniement n'a jamais été consommé jusqu'au 25 juillet 2021, date de la déclaration de l'état d'exception par le président. Le président utilise donc sa compétence, en principe liée, on a un véritable droit de veto sur toute autre interprétation autre que la sienne sur l'article 89. Car il détient en fait toutes les clés de son applicabilité. Toutes les clés de son applicabilité. Puisqu'il charge le candidat de la majorité. Il choisit la personnalité la mieux à même. Il transmet, lui, le dossier du gouvernement. Il désigne les membres du gouvernement, les appelle au serment et il choisit seul s'il veut dissoudre le Parlement ou pas, si son candidat est refusé à l'ARP. La dissolution du Parlement était aussi risquée en Tunisie à 2 reprises en 2020, de l'ère de M. Kais Saïd. Lors du vote de confiance du gouvernement de Farfer,
et celui du gouvernement de Mechichi. Le président aurait, avec réserve, aurait émis une interprétation en rassurant les partis politiques lors d'une réunion très controversée d'ailleurs, qu'il ne comptait pas dissoudre le Parlement si le gouvernement Mechichi ne passerait pas, puisqu'il n'était pas obligé de le faire selon l'article 89. Si le gouvernement n'était pas passé, le président aurait-il pu charger une troisième personnalité qui serait la mieux à même d'y parvenir à former le gouvernement? Nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le savoir sous l'égide de l'article 89. Par contre, nous savons qu'il a effectivement chargé cette troisième personnalité, mais pas selon les procédures de l'article 89 de la Constitution, mais celle du décret 2021-117 du 22 septembre 2021 portant des mesures exceptionnelles. Texte qui organise la révision de la Constitution en dehors des procédures constitutionnelles et en s'appuyant sur une lecture unilatérale et solitaire des articles 80 et 3 de la Constitution. Pour faire mine de constitutionnalité, en fait, de ce présidentialisme constituant. Et là, pour conclure, je vous lis ce que dit Hubert Gourdon. Faute de pouvoir par les mécanismes de l'interprétation infléchir le sens du texte, on le modifie, voire on le change. C'est en fait ce qui s'est produit depuis les années 90 dans l'ensemble des États de la région andine. Pérou en 93, Colombie en 91 et 2005, Venezuela en 99 et 2009, l'Équateur en 98 et 2008, Bolivie en 2009. Ce formalisme constitutionnel, c'est-à-dire la soumission du mode d'élaboration de la décision politique aux procédures prévues par la Constitution, apparaît complètement évacué de la substance d'un droit réduit à un ensemble de techniques juridiques dont la légitimité tient à l'appréciation par le président de leurs aptitudes, des aptitudes de ces techniques juridiques. Donc, la légitimité tient à l'appréciation par le président de leur aptitude à concrétiser le projet de société issu de l'alliance entre la personne présidentielle et la volonté du peuple. Cette conception instrumentale du droit, et plus particulièrement de la Constitution, fait écho aux propositions formulées en 1928 dans l'Allemagne de Weimar par le théoricien Carl Schmitt. Le pouvoir constituant est une volonté politique, c'est-à-dire un être politique concret. Édicter une constitution ne peut en aucun cas épuiser, absorber, consommer le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant n'est pas abrogé ou évacué parce qu'il s'est exercé une fois. Gourdon commente cette conception du pouvoir constituant inépuisable, poussé à son paroxysme dans le Venezuela chavista, où le recours à la parole du leader interprète de la volonté populaire, en la circonstance, c'est à cela que s'identifie l'être politique concret, auquel Carl Schmitt fait référence, permet au chef de l'État de faire systématiquement l'impasse sur les mécanismes de révision constitutionnelle prévus par le texte constitutionnel. Audubert explique ce présidentialisme constituant par une tension entre la légitimité d'un président s'appuyant sur une majorité politique populaire et la nécessité de formaliser la volonté du président dans le texte constitutionnel. Et la pratique en Amérique latine a démontré que si cette tension n'est pas résolue dans le cadre institutionnel, donc interprétatif ou révisionnel normal, peut déboucher à un raidissement du pouvoir exécutif qui cherche alors, par des voies extra-juridiques, à se maintenir au pouvoir. Toute ressemblance ou similitude avec le contexte actuel de la Tunisie est l'œuvre de votre propre
interprétation, mes chers amis. Merci beaucoup. Merci.